Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Time4 qui met en lumière des entrepreneurs qui cassent les codes. Je m'appelle Sophie et aujourd'hui on est avec Samir, partenaire chez Daphne. Salut Samir. Hello. On est très heureux avec Samir d'accueillir Michael. Salut Michael. Salut Sophie, salut Samir. Tu es le cofondateur de Flot. Et Flot, c'est une marque française créée en septembre 2020. Tu m'arrêtes si je me trompe. Non. Qui est d'abord connue pour ses vêtements de pluie ultra colorés et positifs et qui depuis peu élargit aussi son spectre à l'univers du prêt-à-porter. Et vous avez percé notamment, je pense, aux yeux du public via l'émission Qui veut être mon associé. C'est exact. Et récemment, très récemment même, vous avez annoncé une levée de fonds de 3 millions d'euros à laquelle on est ravis de participer avec notre fonds Time4 chez Daphne. Ravis de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Est-ce qu'avant de parler de Flot, tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'ici? Je vais essayer de la faire courte. Donc, moi, je m'appelle Michael, j'ai 35 ans. Mes parents ont émigré en France dans les années, je dirais, 80, pendant la période Mitterrand. Ils viennent d'une région petite qui est peu connue, mais qui s'appelle Wenzhou. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont essayé de m'offrir une belle éducation. Et j'ai eu la chance, si vous voulez, d'être né, d'avoir grandi et d'avoir eu toute mon éducation en France, pays que j'aime et dans laquelle je quitterai pour rien au monde aujourd'hui. Et ouais, j'ai une femme avec qui j'ai monté Flot, qui s'appelle Lily Wu, avec qui on a 2 enfants également, de 6 et 4 ans. Voilà, on a 3 histoires aujourd'hui qui sont nos enfants, notre couple, mais également Flot. Et tu as grandi à Paris? Alors moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, Ouais. donc à Bobigny, Ouais. dans le 93, où j'ai pu découvrir les aléas de la vie et à faire mes expériences. Les hauts, les bas. Les hauts, les bas, apprendre à me connaître. Je suis un enfant des années 90 également, où mes parents travaillaient beaucoup. J'ai beaucoup été élevé par la télé, comme j'aimerais le dire. Voilà, on a regardé tous ces émissions, ces dessins animés, Dragon Ball Z, et Olive et Tom et compagnie, et on jouait tous au foot en bas pendant jusqu'à pas d'heure, jusqu'à que nos parents rentrent et nous appellent par la fenêtre pour qu'on rentre manger, etc. C'était une très belle époque avec laquelle j'ai beaucoup de bons souvenirs. Et si je dis pas de bêtises, tu as quitté l'école relativement jeune. Oui, alors moi en fait, ma mère a toujours eu une grande attention sur mon éducation quand même, parce que j'étais assez agité, d'accord, dans le sens où j'étais hyper actif dès le plus jeune 1000 âge. idées à la minute. Ouais, mais même j'aimais courir dans tous les sens, je touchais jamais le sol. Physiquement actif. Physiquement, je sautais de canapé en canapé, je grimpais partout, j'avais beaucoup d'énergie à donner. Et en classe, j'avais du mal à rester assis sur ma chaise. Je me rappelle en primaire, en CM2, le premier retour qu'on avait fait à ma mère, c'était votre fils a besoin d'être encadré, a besoin d'avoir beaucoup d'encadrement, d'accompagnement. Et comme vous travaillez beaucoup, ce serait bien de le mettre en internat. Donc en 6e, j'ai été en internat. Beaucoup le considèrent comme un mauvais moment, alors que pour moi, c'était incroyable l'internat. C'était de te retrouver. Je suis fils unique. Donc, te retrouver avec tous tes copains, 24 heures sur 24, c'était incroyable. Mais le problème, c'est que quand on est jeune, on est en 6e, on fait pas mal de bêtises, on apprend à découvrir la vie. Et malheureusement, c'est la première fois où en 6e, je me suis fait exclure de cet internat-là. Et donc, tu quittes un peu le parcours scolaire à 14 ans? Non, alors, je quitte le parcours scolaire en réalité à 16 ans. Ouais. Mais en fait, en 6e, je me fais exclure une première fois. Ma mère bataille pour me retrouver une école, de préférence une bonne école qui a de l'encadrement. Elle m'a mis dans un privé catholique. Elle a vraiment fourni beaucoup d'efforts pour ne pas abandonner et ne pas me lâcher. J'ai fait après 6e que j'ai redoublé, 5e, 4e. Je me suis fait réexclure en 4e pour des problèmes de comportement. Là, j'ai fini dans un truc pendant 6 mois de l'année déscolarisé, à vivoter à la maison, à Bobigny, etc. Puis elle a réussi à me rescolariser
en quatrième, dans une école publique cette fois-ci. Et j'ai fait ma quatrième, ma troisième et la troisième. Brevet, Troisième, j'ai été re-exclu la troisième fois, la dernière la fois. bougeotte. Ouais, la bougeotte. Et j'ai pas eu le brevet. À 2 semaines des examens du brevet, je me suis fait exclure et j'ai abandonné. Tu sais d'où te vient toute cette énergie de ta mère, peut-être? Non, je pense que, comme je l'ai dit, je suis fils unique. Je pense que j'avais besoin de découvrir le monde par moi-même. Mm. J'avais besoin de me faire des amis, de me sociabiliser, d'apprendre à connaître les gens. Euh, Quand tu grandis à Bobigny aussi, tu as besoin de- d'être dans le rang, D'exister. d'exister. Faut faire des coudes parfois. Faut pas se laisser faire, mais faut pas non plus partir trop loin, etc. Mais tu te fais des amis au début en jouant au foot, en faisant des chasses à l'homme. Je me rappelle. On avait les mêmes jeux entre C'est vrai. les Parisiens et moi qui viens du Sud. Et Tout pareil. C'est tout pareil. Ouais. Dragon Ball Z, le foot. Mais je pense qu'il y a les chasses à beaucoup l'homme. de gens qui, en fait, ça réunit en fait Ouais. tout ça parce qu'en fait, beaucoup de gens l'ont vécu cette histoire-là. Et ouais, je saurais pas dire d'où est-ce que ça me vient, mais c'est ma personnalité et je l'ai gardée. Et ouais, tu vois, typiquement, il y avait, en plus, dans mon quartier, il y avait de tout. Il y avait des Français, des Turcs, des Cambodgiens, Ouais. des Rebeux, des Renois. Et en fait, tu vois, il y avait ce sentiment où voilà, on se challengeait mutuellement avec énormément de respect. Toi, dans ton environnement, justement, comment tu as grandi et comment c'était Bah, nous, ouais, exactement un peu comme toi, nous, on a grandi vraiment avec ce melting pot qui représente parfaitement la France, je trouve, aujourd'hui, ce mélange de culture et ce qui fait un peu la force d'avoir pu être avec des Rebeux, avec des Comoriens, des Camerounais, avec des Portugais, il y avait beaucoup de Portugais, il y avait beaucoup de Chinois, il y avait beaucoup d'Indiens, de Pakistanais, de Mauriciens également, tu vois, tout ça. Et en fait, quand on est petit, on ne regarde pas forcément la couleur, la race. C'est juste, on s'entend bien, détail, on ouais. s'amuse et en fait, on apprend également énormément de la culture sûr. de l'autre. Tu vois, moi, j'ai goûté, j'ai eu la chance de goûter à plein de plats extraordinaires de cultures différentes. Je pense que ça, c'est vraiment T'as une- parcouru le monde sans bouger de chez toi, quoi. Ouais, clairement. Et en plus, surtout, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'est que à Bobigny, dans ma cité, je me rappelle, c'était un aire de jeu et une cour de récréation à ciel ouvert. On s'en fout à quelle heure on descendait en bas, on retrouvait toujours des copains. Alors qu'à Paris, bon, bah, c'est un peu plus dangereux, il y a des voitures, il y a tout, etc. Ouais. C'est plus compliqué. Faut se donner rendez-vous pour se retrouver au parc, etc. Là, on avait juste à descendre et on retrouvait les copains. C'était incroyable. Et est-ce que tu penses que cette liberté que tu avais, c'est ça aussi qui t'a mené vers l'entrepreneuriat? Ou est-ce que tu avais des exemples peut-être d'entrepreneurs autour de toi? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette voie-là finalement? Dans notre communauté, la communauté chinoise, on a beaucoup de valeurs de travail et on compte très peu sur les autres. On compte beaucoup sur soi-même et sur ce que nous-mêmes on peut créer. Et je pense que ça m'a beaucoup forgé. Et aussi, j'ai envie de dire, les exemples, mais qui m'ont manqué parfois, mais qui m'ont également donné de la détermination à y aller et aussi de la critique, beaucoup de critiques. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, on m'a beaucoup critiqué en me disant que j'y arriverais Tu serais pas, pas que je suis un capable bon à de... rien, que bah, quand je me suis fait exclure, euh, ma route pour eux, elle était plus ou moins tracée, où j'allais rien faire de ma vie. Donc un peu un sentiment de revanche aussi. Clairement. Je pense Le prouver aux qu'aujourd'hui, autres. sans vouloir être trop dur sur les mots, la rage et l'envie m'a beaucoup porté dans mon parcours entrepreneurial. Et comment on fait après avoir levé 3 millions d'euros là, pour garder cette rage et cette envie La niaque. de tout déchirer? Bah, il y avait une phrase qui m'est restée dans la tête et que j'aime beaucoup me répéter, c'est que mon idole, quand j'avais 20 ans, c'était pas quelqu'un d'autre, c'était moi quand j'aurais 30 ans. Et mon idole, aujourd'hui que j'ai 35 ans, je ne l'ai toujours pas atteint, c'est moi quand j'en aurai 45. Je suis un peu un éternel insatisfait.
toujours regarder vers le haut, parce que, tu sais, il y a un proverbe qui dit c'est en visant les étoiles qu'au pire des cas, on atterrit sur la Ouais. Lune. Donc, l'idée, c'est de regarder toujours un peu plus loin, un peu plus haut. Euh, et j'ai plein d'anecdotes à raconter dans le sens où cette rage qui m'a déjà poussé dans l'entrepreneuriat et notamment dans le textile où c'est pas un environnement facile aujourd'hui, c'est pas une industrie facile. Je me rappelle quand j'ai voulu me lancer, mon oncle qui est très proche de ma mère euh, a, a dit à ma mère tout simplement, mon oncle il a dit à ma mère tout simplement, ouais, je pense que Michael n'a pas le profil entrepreneurial, n'a pas les compétences pour aller monter une boîte, bien la structurer, organiser, etc. C'est mieux qu'il trouve un travail simple, une sécurité facile. Et moi, de l'avoir entendu, ça m'avait quand même mis beaucoup d'envie et de rage d'aller prouver que en fait, il s'était trompé. Et en fait, tout ça m'a poussé. Et aujourd'hui, je suis très content de dire que même lui, il est très fier de moi. Et, euh, et moi, en observant un petit peu, là, depuis quelques semaines, un peu ton énergie, la qualité que vous mettez, toi et ton épouse, finalement, Lily, dans le quotidien, je suis très impressionné aussi par vos qualités d'entrepreneur. Moi, ça m'intéresse que tu nous racontes ton parcours et ton niveau de connaissance, finalement, de la chaîne de valeur. Je pense que c'est important de partager à nos auditeurs, en fait, t'es pas un entrepreneur qui vient de débarquer dans l'industrie. Non, ouais. Tu l'as vraiment écumé. Et donc ton parcours aussi, moi, Ouais, m'inspire beaucoup. donc, pour faire un peu court et simple, moi, donc, quand j'ai arrêté vers l'âge de 16 ans, ma mère m'avait donné juste deux choix. C'est-à-dire, soit tu réussis à Mm. l'école et tu fais une belle carrière, soit tu vas travailler tout de suite. Donc, je suis parti travailler dans le sentier parisien. À l'époque, ça embauchait facilement parce qu'on avait juste à pousser le chariot et faire des cartons et préparer des commandes. Mais c'était très très bien pour un gamin de 16 ans parce que les premiers salaires à l'époque, le SMIC, c'était 1 100 euros. Et comme je vivais chez papa et maman, Argent avoir de mille poche. cent euros d'argent de poche, t'es un peu le roi du pétrole. Donc je claquais beaucoup d'argent également, même si j'ai fait des beaux cadeaux à mes parents. Euh, et de fil en aiguille, j'ai toujours eu cette détermination de vouloir apprendre, cette soif d'apprendre et ce côté sociable également. Donc, il y a eu des personnes qui m'ont tendu la main, clairement, qui m'ont appris le métier et qui m'ont dit, ah tiens, et au tout début, quand je préparais des cartons, comme je préparais systématiquement le même modèle, la même référence, ça fait un peu cliché la vérité si je mens, mais c'est vraiment un peu ce qui s'est passé. On me disait tout simplement, écoute, dis-moi ce que tu prépares beaucoup en ce moment pour que moi, je puisse avoir les meilleurs modèles. Comme tu passes ton temps à le Hmm. faire, tu es censé le savoir. Donc, je l'ai conseillé de cette manière-là. Et comme ma patronne a vu que les gens m'écoutaient, elle m'a dit, bah, tu pourrais faire de la vente également. Et progressivement, j'ai pu évoluer dans ce métier-là. Et également, j'ai évolué dans un environnement où, à l'époque, euh, les Uniqlo, le digital, Zara n'étaient pas aussi bien implantés en France. Donc le métier était complètement différent. Et j'ai adoré cet univers. Euh, Chaque saison, se remettre en question, se challenger, ne pas s'endormir Ne sur pas ses... s'appuyer sur ne- ses acquis. Exactement, ne pas s'appuyer sur ses acquis. Et en fait, se remettre en question chaque année. Et ça m'a donné envie d'aller chercher et de comprendre un peu plus ce métier-là. Et après, moi, je le dis souvent, je ne suis pas un expert, d'accord, sur tous les sujets. Mais je sais que sur tous les sujets, pardon, je maîtrise vraiment 70% du sujet. Il y aura toujours quelqu'un, un expert qui saura mieux le faire que moi, mais on ne peut pas m'avoir dans le sens où du sujet dans lequel tu me parles, je le comprends. Tu as une grande qualité aussi, c'est que quand tu ne sais pas, tu vas poser la question et tu vas chercher la bonne personne à la bonne compétence. Oui, Euh, et, euh, et parce que finalement, un entrepreneur, il peut se dire, en fait, je vais regarder mon nombril, je sais tout. Hmm. Et toi, bizarrement, tu es complètement différent. ah ouais. D'où ça te vient, ce côté où, en fait, très curieux, très ouvert, très à l'écoute, qui font potentiellement en tout cas, moi, c'est les qualités que je regarde chez un entrepreneur avant que j'investisse. C'est à quel point voilà, il a ce regard
et cette écoute des gens qui l'entourent, même si c'est lui le dirigeant, c'est lui qui va prendre la décision. Je suis très preneur de... Je pense que pour un entrepreneur et pour un humain dans sa globalité, le pire ennemi, c'est son ego. Penser qu'on sait tout, penser qu'on a la science infuse, penser qu'on n'a plus rien à apprendre de quiconque, c'est déjà faire fausse route. Je pense qu'une personne, même à l'âge de 80, 90 ans, a toujours plein de choses à apprendre. Je pense qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées. Je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre. À toi de les choisir, à toi de prendre les conseils de quelqu'un et de les appliquer pour ton business, pour ta vie simple. Et je pense tout simplement que, en fait, faut pas avoir peur de passer parfois aux yeux des autres pour quelqu'un qui ne comprend pas ou tu vois, poser les questions. Moi, je sais que j'ai appris l'anglais parce que je ne l'ai pas appris à l'école, je l'ai appris l'anglais en regardant des séries. J'ai parlé anglais à des gens, mais je baragouinais, je disais n'importe quoi. Les gens rigolaient de moi, mais ça m'a jamais empêché de continuer à leur parler en anglais et j'ai peaufiné ça comme ça. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça. Il faut pas se mettre de limites, il faut aller, il faut oser poser des questions. Il faut pas avoir peur d'aller confronter ses idées également. Et pareil, lorsque dans ton parcours, en fait, tu démarres tu vas porter des cartons dans le métier, dans l'industrie, à devenir maintenant Dirigeant dirigeant d'une très belle marque de vêtements, sans avoir levé des fonds. Ouais. Comment on fait ça? Parce qu'on sait que c'est une industrie difficile. Émerger, c'est compliqué. Ça m'intéresse. C'est comme on l'a dit. Je pense que j'ai eu la chance de voir plein de success stories dans cette industrie-là et plein d'échecs. Et je pense que je me suis beaucoup inspiré des bonnes qualités, des avantages qu'avaient ces marques qui étaient très successful. Je me suis inspiré également et fait attention à toutes les marques qui ont connu des échecs pour éviter de les faire. Ce qui m'a permis, moi, en fait, à chaque move que je faisais, et je l'ai toujours dit, je suis peut-être pas le premier dans mon industrie, mais il faut que je sois le deuxième. Parce que le premier, il ouvre la voie. Le deuxième, il a juste à prendre l'aspiration et suivre. Alors, il faut pas... quand je dis suivre, il ne faut pas suivre bêtement, il faut créer sa propre voie, mais il faut s'inspirer énormément. Et il faut, quand je dis inspirer, il faut s'inspirer des succès des autres comme de leurs échecs. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai essayé de réunir trois mondes qui ne se parlaient pas. Le textile, où le désavantage du textile, c'était cette mode qui se démode, ce stock. Donc, on a créé des produits intemporels, timeless, de la DNVB, la problématique était couper les intermédiaires. Ils se disaient, on n'a pas besoin d'autant de marge, alors que la réalité, c'est faux, parce que quand tu grandis, tu as besoin de marge pour recruter, pour développer, pour structurer. Et la start-up où tous se sont dit, on va lever beaucoup d'argent ou pas, mais on n'a pas besoin d'être rentable, alors que c'est faux. Et en fait, tout ça, on les a pris, on a dit, ouais, OK, qu'est-ce qu'eux font de bien? On va le prendre, mais qu'est-ce qu'eux font de moins bien? Donc, on va essayer de ne pas le faire. Et finalement, c'est comme ça qu'on a réussi à bâtir, j'ai envie de dire, pour Flotte, quelque chose de stable, rentable, en croissance encore aujourd'hui. Et peut-être pour nos auditeurs, j'ai présenté au début brièvement Flotte. Est-ce que tu peux repartir de la genèse de comment vous avez créé le projet tous les deux avec Lily, la mission de départ, la trajectoire que vous vous donnez là pour les prochaines années? Bien sûr. Nous, on a créé Flotte d'un constat assez simple. C'est que quand il pleuvait, tout le monde était habillé de noir, de marine, mettait un sac poubelle un peu sur soi pour se protéger, aller d'un point A à un point B, alors que en réalité, ça fait partie de notre quotidien. La pluie comme le beau temps. S'il n'y a pas de pluie, on apprécie moins bien le beau temps. Et en fait, il y a un tout. Et souvent, j'échange avec tout le monde en leur disant « Ouais, mais quand il fait beau, vous mettez vos meilleures paires de chaussures, vos lunettes de soleil et vous sortez, vous exprimez votre personnalité comme il le faut. Vous êtes fiers de vous et de qui vous êtes. Et quand il pleut, vous avez tendance à enfermer tout ça, à le mettre en muet. Alors que chez Flotte, on a voulu que vous puissiez exprimer en fait cette personnalité avec de la couleur, avec des coupes, avec tout ça.
Et dans cette idéologie-là, moi et Lily, donc, on a travaillé tout le branding. Alors Lily a un parcours incroyable également, mais tout le contraire de moi, où elle a un parcours beaucoup plus scolaire, très marketing, chef de produit, notamment chez Johnson Johnson, où elle a fait ses armes. Je me Vous êtes rappelle, très complémentaires. on est très complémentaires, exactement. Et je me rappelle, quand on a voulu trouver le nom de la marque, moi, j'arrivais avec des idées vraiment premier degré. On allait l'appeler imperméable ou eau, parce que ça a un rapport avec l'eau. Et Lily, elle me dit, non, mais c'est complètement idiot ton idée. Au lieu de l'appeler eau, ou tu devrais l'appeler, je sais pas moi, flotte. Flotte, c'est un argot français, ça veut dire pluie, ça veut dire une flotte de navires, ça veut dire de l'eau. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, incroyable. C'est comme dans les dessins animés où tu as l'idée qui Ouais, pop qui comme ça. germe. Et on a regardé sur l'INPI si c'était déposé ou pas. Et les planètes étaient alignées parce que rien n'était déposé. Et on s'est empressé de le déposer. Et tout ça a découlé sur le reste. On n'avait pas beaucoup d'argent dans la poche, Ouais. mais on a tout investi dans un salon professionnel du textile qui s'appelle le Who's Next, sur lequel on est arrivé avec 15 prototypes, avec des précommandes, etc. Et on leur a vendu l'histoire, etc. Les professionnels ont adoré. Et comme on prenait que des précommandes, on n'avait pas besoin de produire ou d'avoir du stock. On leur disait simplement, bon, bah, voilà la commande. Ils passaient. Et pour confirmer la commande, on leur disait, bon, bah, il faut nous verser 30% d'acompte. On recevait les 30% d'acompte, ça nous permettait de payer les acomptes de nos fournisseurs, etc. Et quand la production était finie, on leur disait, bon, bah, on va bientôt vous livrer, il faut régler le solde de votre commande, ils nous réglaient et après on livrait. C'est comme ça qu'on a vraiment lancé sans fond la flotte. Et ça fait quoi de bosser avec son épouse? D'entreprendre avec son épouse? Alors, d'entreprendre avec son épouse, au début, il y a des hauts et des bas, j'ai envie de dire, comme tout associé, comme d'entreprendre avec son frère, sa sœur, Ouais. sa meilleure amie, etc. Ce qu'il faut se mettre en tête, ce que nous, on s'est mis en règle, si tu veux, c'est que les bons moments, on les vit ensemble, donc c'est décuplé. Les mauvais moments, il y en a toujours un pour aller remotiver l'autre. C'est vrai que ce serait mentir de dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas de travail à la maison et on ne parle pas de maison Oui, c'est impossible au de travail. scinder vie pro, vie C'est perso. impossible de scinder parfaitement. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on est très complémentaires. C'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un de rancunier, d'accord? Et on peut s'engueuler là comme des fous, mais passer la porte, moi, C'est je rigole oublié. avec toi et on reprend une vie normale et pareil dans l'autre sens. Est-ce que tu parlais de ton oncle tout à l'heure Ouais. en te disant que Michael n'était pas capable, machin. Est-ce que une fois que tu es rentré un peu dans le vrai business, que tu as arrêté de déplacer des cartons, tu as senti un décalage et tu t'es dit, ah bah peut-être qu'il avait raison? Plein de fois, plein de fois. Mais une autre idéologie que j'ai, pour moi, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Pour moi, les seuls perdants, c'est ceux qui abandonnent. Et en fait, je me suis juste dit, tant que tu baisses pas les bras et que tu continues, à un moment donné, ça va payer. Il y a mon oncle qui m'a dit ça, mais des années plus tard, grosso modo, quand j'ai enfin réussi à lancer ma marque et qu'on est passé dans l'émission Qui veut être mon associé, on a eu cette chance-là incroyable. Ça a été vraiment une récompense pour nous et ce serait mentir de dire que ça ne nous a pas donné de visibilité. On a gagné 6 mois, 1 an de notoriété grâce à cette émission, mais après, derrière, il fallait exécuter. Mais même pendant l'émission, je me rappelle et j'apprécie ces moments-là, je sais les savourer parce que passer devant Marc Simoncini, par exemple, qui est partenaire chez Daphne et Time Force, j'imagine, qui nous disait, oui, Marc nous avait dit, oui, vous avez une très belle boîte, vous êtes de très bons entrepreneurs, mais ça va rester une PME, vous allez bien gagner votre vie, mais ce n'est pas un produit pour un fonds, ce n'est pas un produit pour développer et avoir une croissance. Et on ne l'a pas mal pris, on l'a pris plutôt comme un défi, Ouais. et on s'est dit, on va tout donner pour que demain,
Tu vois, il voit ce qu'on a fait et que lui aussi soit Vous avez fier. vraiment ce mindset. Du coup, on va lui dire, Ouais. tu vas jamais réussir Tu à vois, faire 100 Marco 000 tu vas jamais réussir à faire 100 millions d'euros. Non, mais c'est où vous arrivez à avoir ce mindset où vous transformez des mots qui peuvent être durs et qui peuvent mettre un peu down en truc, ok, c'est un défi, on va tout faire pour lui prouver qu'il a tort, quoi. Oui, oui, oui. Je pense Ça que vous écrase pas. ouais, non, ça nous écrase pas. Bah, justement, c'est la même chose. C'est en fait, si à chaque problématique, à chaque mauvais période, à chaque mauvais conseil ou à chaque truc, on baissait les bras, en fait, on n'y arriverait jamais. Mm. Et en fait, justement, c'est au contraire, plus on te donne ces critiques-là, plus ça nous pousse à aller chercher plus loin et à prouver aux gens justement que c'est possible avec du travail, avec de la résilience, avec du temps aussi. Parfois, on a voulu beaucoup accélérer plus vite qu'on ne le pouvait. Et finalement, faut laisser le temps au temps Ouais, c'est également. le temps, ouais. Ouais. Et tu as évoqué qui veut être mon associé, comment ça s'est fait C'est très marrant parce que qui veut être mon associé, c'était pendant la période du Covid. Donc nous, on avait lancé la boîte il y a à peine 6 mois, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Et on était très commerce physique, donc avec des revendeurs multimarques indépendants, etc. Parce qu'on faisait beaucoup de B2B. Et hop, confinement, lockdown, on s'est retrouvés enfermés et je pensais que c'était la fin pour nous. Mm. Au début, c'est sympa, tout le monde est en vacances, une semaine Il fait beau. il fait beau, etc. Au bout de 2 semaines, tu dis, bon, bah, c'est bon, il devrait réouvrir là. Au bout de 3 semaines, tu commences à t'inquiéter. Et je me rappelle regarder une émission de télé qui était Qui veut être mon associé, la première saison. Et je trouvais l'émission géniale. Et à la fin de cette émission, il y avait un appel à candidature que je propose à Lily. Et Lily me déboute en me disant, non, mais laisse tomber, c'est de la télé. Ils vont jamais nous C'est mort. sélectionner, c'est mort. En plus, on est asiatique, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, etc. Derrière, ça me trotte quand même dans la tête. Une semaine après, je repose la question, elle me dit laisse tomber. 2 semaines après, je repose la question, elle me dit écoute, si tu as vraiment envie de le faire, fais-le. Et si jamais ça débouche sur quelque chose, tu m'en parles et on le fait ensemble. Et grâce à elle, j'ai toujours eu ce soutien-là dans mes projets, en tant que partenaire dans la vie ou dans le travail. Et ils nous ont recontactés et on s'est lancé comme ça dans cette aventure. Ça fait quoi de passer devant ils sont quoi? Ils sont 4 investisseurs. Oui. Quand vous débarquez sur le plateau, c'est quoi un peu ou même juste avant, le sentiment que vous avez à ce moment-là? Bah, c'est beaucoup de préparation. Après, la phrase que j'avais dite à Lily, parce que vraiment, on avait beaucoup d'a priori sur comment ils allaient tourner, le montage, etc. Il y avait très peu d'Asiatiques qui passaient à la télé à cette époque-là. Et j'avais dit à Lily, tu sais quoi? On tente, on s'en fiche. Au moins, on le vit ensemble. Et quand on aura 90 ans, on aura une histoire à raconter entre nous, à rigoler et à nos enfants. Et si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, ce sera une aventure qu'on aura passée, toi et moi. D'accord? Donc, on s'en fiche, on y va comme on est. Et moi, je suis rentré vraiment avec zéro stress et zéro attente. On vit le truc. On vit le truc, un peu YOLO, Ouais. reste comme tu es, exprime-toi comme tu es, et on verra ce que ça donnera. Et au final, tu dis que ça vous a fait gagner quand même 6 mois, 1 an de notoriété. Quels sont les autres bénéfices que ça a pu avoir peut-être en termes de vente, j'imagine que vous avez eu un pic à ce moment-là. Vous étiez prêt parce que j'imagine que du coup, c'était lockdown, vous étiez beaucoup physique, mais est-ce que vous étiez prêt sur le e-commerce pour... On était prêt sur l'e-commerce parce que, merci à la production, parce qu'ils nous avaient Ils vous beaucoup ont alarmés, prévenu, ouais. parce que la première saison, il y avait beaucoup de sites qui avaient Qui craché, crachent, il y avait beaucoup de stocks qui n'étaient pas prêts, etc. Et encore une fois, l'expérience de moi, de me dire, bon, bah, en fait, il faut se backuper en stock, etc. Et comme j'étais omnicanal déjà, d'avoir du digital et du B2B, faire en sorte qu'on n'avait pas peur de porter du stock, nous a réconforté dans ça. Et je me rappelle, par peur que le site crache, j'avais cherché sur LinkedIn la personne la plus haut placée de Shopify, parce que Shopify, tu n'as personne, tu n'as pas de contact pour voir ce que ça en était. Et j'avais trouvé la directrice Europe de Shopify sur LinkedIn et je lui ai envoyé des messages sur LinkedIn et elle me répondait pas au début et je l'ai harcelée un peu et elle m'a dit « Non mais attends, le site de Kylie Cosmetics, il accueille 1 million de visiteurs par minute. Est-ce que tu penses accueillir 1 million de visiteurs au moment de ton passage ?» Je lui dis non. Eh ben, il va pas cracher alors. Je dis ok, j'ai compris.
Mais ouais, on s'est bien préparé en amont. Et en effet, tu as vraiment un pic de trafic et de conversion au moment de ton passage. Mais c'est vraiment, après, on va pas se mentir, hein, ça monte et ça redescend comme un soufflet. Le plus important, c'est l'exécution d'après, que le client soit livré sous 24-48 heures max. Parce que s'il a commandé, il t'a supporté, il croit en ton projet, il ne faut pas qu'il le reçoive une semaine à un mois plus tard, même s'il a beaucoup d'empathie, etc. Il faut fournir un joli service après-vente. C'est de pouvoir travailler le CRM par la suite et également, je pense, l'humain. Parce qu'aujourd'hui, Flotte, ça ne serait pas ce que c'est sans toute l'équipe qu'on a réussi à construire et à bâtir grâce à eux. Aujourd'hui, on est très content de dire que chez Flotte, on est une équipe d'une vingtaine et que tous sont aussi impliqués que moi dans cette Vous avez tous mis aventure-là. la pierre à l'édifice. Vraiment. Et c'est quoi l'ambition pour Flat? Bah, l'ambition, c'est de dépasser les 100 millions. Eh oui, Ouais. depuis que je te l'ai dit. Non, même avant. Mais, Mais tu n'y arriveras pas. je te l'ai dit. mais en fait, justement, j'aime pas trop le dire, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les gens qui parlent et il y a les gens qui Ouais, font. bien sûr. Nous, on préfère faire d'abord et après en parler. Et on m'a toujours dit, même là, je me spoil parce que demain ou dans 10 ans, on va me ressortir ça et on va me dire, ouais, est-ce que tu les as fait? Et si je les ai pas fait, je passerai pour un. Il sera là, pour un Samir, il guignol. ressortira l'épisode. Ouais, voilà. Mais en tout cas, on le garde secrètement dans la tête et on se lève tous les matins avec de l'ambition, mais avec également beaucoup d'amour et d'envie. C'est pas quelque chose où on se réveille le matin avec un poids. C'est vraiment le matin, on se réveille, on se dit, OK, nouvelle journée, Let's go. qu'est-ce qu'il y a à faire? Quel projet je peux lancer? Quels sont les nouveaux défis? C'est ultra jouissif d'avoir de nouveaux projets chaque matin. Et je veux pas casser l'ambiance, mais on parle de la télé, des paillettes et tout. Est-ce qu'il y a eu des gros moments de coup dur? Peut-être, effectivement, le lockdown, vous avez eu un petit coup de pression parce que ça a un peu tout cassé. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments difficiles Plein. Et Je comment saurais pas, comment t'as géré Comment tu t'es reposé sur Lily aussi ou inversement? Systématiquement, il y a soit moi, soit elle, qui gardons un peu la tête hors de l'eau pour tirer Vous un avez peu toujours l'autre. réussi à... Et je touche du bois. J'espère pouvoir garder ça. Il y a eu des moments où elle était dans le down et que moi, je l'ai remotivée. Il y a des moments où moi, j'étais dans le down et elle a réussi à me remotiver. Ouais. Tu sais, sur les débuts de la boîte, on va pas se mentir, on a vécu dans 30 mètres carrés. Lily, moi, avec 2 enfants, parce que c'était proche de nos bureaux et qu'on pouvait commencer à 8 heures du matin et finir à 20h, 21h et rentrer à la maison rapidement parce qu'il y avait la grand-mère qui gardait les enfants Ouais. et pouvoir voir les enfants 5 minutes au coucher, etc. Mais on avait fait ce sacrifice-là que de partir un peu plus loin en Ouais. banlieue, avoir un confort, mais être moins présent dans le travail. Mais trop de Mais ça transport. nous a beaucoup pesé dans notre quotidien d'être, tu vois, tout le Mm. temps en clos fermé, notamment pendant le Covid, dans 30 mètres carrés. Tu vois, c'est plus compliqué. On a eu des échecs où les premiers pop-up qu'on a fait, où ça nous coûtait très cher et on pensait qu'on était prêt pour le commerce physique, le retail physique. On est rentré, on payait 18 000 balles de loyer par mois alors qu'on faisait 10 ou 15 000 euros de chiffre d'affaires dans la boutique. Avec 2-3 ETP, c'était un gouffre, hein, ça a failli nous mettre au tapis. Des moments où on a commandé trop de stock, tu vois, en se disant, ouais, faut on vise cette croissance-là, comme je disais, il faut laisser le temps au temps. À un moment donné, on voulait croître trop vite. On a commandé du stock pour tripler notre chiffre d'affaires et finalement, c'était trop de stock et ça nous a que triplé, enfin, défoncé notre BFR. Des périodes où, là j'y repense, où même pendant la phase de levée de fonds, où tous nous ont cassés en deux, beaucoup, parce que industrie compliquée, parce que des entrepreneurs trop jeunes, parce que pas le réseau, parce que pas les codes. Pas le diplôme. Parce que j'ai pas le diplôme, parce que en fait, c'est plus facile de décrocher un rendez-vous avec un tel ou un tel si on a une mise en relation. Si tu les contactes sur LinkedIn, il n'y a personne qui te répond. D'accord. Quand on te demande un BP
et que tu penses que c'est la station à essence BP et que c'est pas un business plan, bah en fait on te rit au nez comme tu le fais. Non, Très mais, terre à terre, j'adore. ouais, mais vraiment, tu vois, quand on me demande un pitch deck, c'est quoi? T'apprends sur le tas et tu passes Ouais, pour, c'est un nouvel univers. voilà, et tu passes pour Clairement. un guignol au début, Ouais. mais c'est pas grave. Mm. Tu vois, tu Mm. trébuches la première fois, tu te relèves. Tu trébuches la deuxième fois, tu te relèves. Au bout de la troisième fois, quand ça arrive, tu sais sauter et passer l'obstacle. Et en fait, grosso modo, c'est comme ça. Mais tout ça, c'est des défis qu'on a eus. Et là, on en rigole, mais c'est des moments qui ont été durs. J'ai perdu à un moment donné 40% de mon équipe, des key people. Tu vois, où on s'est dit, waouh, ça va être C'est dur. compliqué. Ouais. On va devoir, nous, en tout cas, remettre la main dedans, ou on va devoir recruter à un moment donné où tout le monde levait énormément d'argent. C'est-à-dire que tout le monde, tous les key people, c'était des rockstars où ils venaient avec des salaires incroyables, Ouais. où nous, on ne pouvait pas du tout payer. Donc, comment on allait faire, Mm. etc. Ça a été des moments où Lily et moi, on a dû vraiment se retrousser les manches et remettre les mains dedans, Mm. tout en gardant finalement l'objectif. Est-ce que tu te souviens le moment où j'ai pris ma décision? Vraiment, c'est au premier call en plus. Hein. Ouais, je me rappelle. Est-ce que Ouais. tu te souviens de la phrase que tu as dite ou pas, qui a fait basculer un petit peu Honnêtement, ma non. décision ou pas? Non, honnêtement, pas du tout. Tu m'as dit, on n'a pas de plan B. Ah ouais. En gros, en fait, on a échangé beaucoup sur ton parcours, le parcours de Lily. On s'est beaucoup retrouvé sur beaucoup de sujets dans nos parcours mutuels. J'étais pareil, voilà, impressionné par votre capacité à délivrer avec vraiment très très peu de moyens, à faire beaucoup de sacrifices. Et, et, euh, et la phrase que tu m'as dite, hein, c'est ça. Je me dis en fait, tu m'as dit, Samir, écoute, moi c'est simple, j'ai pas de plan B. J'ai pas le choix, c'est réussir ou réussir. Mm. Et c'est à ce moment-là où moi, ça a Ça a basculé, basculé. en me disant, ok, tu vois, j'ai envie d'y aller parce qu'il y a cette qualité de détermination dont le monde a besoin, le monde de l'entrepreneuriat, où à la moindre difficulté, il y en a beaucoup qui abandonnent. Je sais que voilà, tu seras solide sur tes appuis. Lily, c'est pareil. Et ça m'a beaucoup touché votre histoire et ça m'a beaucoup touché aussi l'histoire que tu cites en disant voilà, bah, nous on a beaucoup investi sur Flotte en sacrifiant parfois un peu ta famille d'une certaine manière. Les enfants, tu les avais pas trop vus. Donc ouais, je voulais en profiter pour te remercier de ta confiance aussi. Bah, merci de me le rappeler en tout cas et de me le dire, ça compte beaucoup pour moi parce que c'est vrai que justement, il y a pareil, même dans notre couple, on a eu des discussions parfois sur ça. Est-ce qu'on ne se séparerait pas à un moment au tout début de Flotte justement pour avoir que Lily ait un CDI quelque part, pour avoir auquel Une cas, sorte tu vois, une d'assurance. sorte d'assurance, une protection sociale, etc. Et je lui ai dit, non, c'est soit on y croit, on y va ensemble, on n'a pas de filet, et c'est ce qui va nous faire lever le matin. Mm. Parce que quand on a un filet de sécurité, Tu peux très on vite, procrastine. ouais. Ouais, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, bon, c'est pas grave, ça attendra demain. Tu vois. Mais quand on n'a pas le choix et que sur ton compte en banque, et je le dis tous les jours, quand sur ton compte en banque, tu es à moins 10 euros ou à moins 100 euros, et qu'il faut aller chercher, je t'assure que tu te lèves pour aller chercher. Et c'est physique, c'est humain. C'est un peu ce côté d'instinct de survie. Si tu as faim et que tu n'as pas le choix, tu te lèves et tu vas chasser. Alors que si tu as le ventre plein et qu'on te nourrit à la cuillère d'argent, Tu bouges pas. Ouais. tu bouges pas. Donc, ouais, vraiment, alors, l'idée, c'est vraiment de garder, en fait, cette détermination, cette envie. Et aujourd'hui, si tu veux, nos envies ont beaucoup changé également. Nos envies, c'est vraiment d'aller construire, d'aller créer, d'aller porter une aventure avec les équipes également. Pourquoi je dis toujours ça? Il y a une autre anecdote que j'aime beaucoup raconter. C'est, tu vois, quand une personne grimpe l'Everest, d'accord? Si elle le grimpe seule et qu'elle redescend et qu'elle le raconte à ses amis, c'est bien, on l'écoute 5 minutes, mais ça nous embête, ça nous fait chier. Tu l'as vécu toi, pas nous, donc ça nous parle pas. Mm. Mais quand on le grimpe ensemble et qu'on redescend ensemble, en fait, on se met autour d'une table avec une bonne bière et on débriefe ça pendant des années et des années. Et cette aventure-là, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui doit motiver les équipes, qui doit motiver les entrepreneurs, les dirigeants. C'est le chemin qui est incroyable. Et en fait, l'aboutissement,
c'est juste un moment de partage incroyable après. Ouais, et là, vous allez vivre une nouvelle étape et cette levée de 3 millions va vous permettre de faire plein de choses. Est-ce que c'est notamment un des moyens pour accélérer sur le prêt-à-porter? Alors, c'est un moyen d'accélérer sur l'élargissement de la gamme, de la structuration, du développement retail. C'est un tout pour la notoriété de la marque Ouais. également. Et c'est un vrai nouveau step pour nous parce qu'en fait, on rentre dans un monde qu'on ne connaît pas. Avoir un board member, tu vois, avoir plus de moyens pour aller atteindre nos objectifs et nos ambitions sans se brûler les ailes et faire du cash burning parce que c'est pas dans notre mindset. Mais tout ça, en fait, c'est une nouvelle gestion qu'on va devoir apprendre également. Encore une nouvelle chose où, à 90 ans, je serais fier de dire, tu sais quoi, j'ai appris une chose, même à cet âge-là, à 35 ans, quand je pensais déjà avoir accompli beaucoup. On vous souhaite beaucoup de belles choses pour toute l'équipe flotte. Merci. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, Samir, Michael? Que du bonheur, hein. Ouais, De la pluie, beaucoup de pluie. Et puis j'espère pouvoir avoir le même style que toi bientôt. Hein. Faut voir, tu me ressapes là. On va apprendre. Je l'ai Non, déjà dit, t'as un très bon style, honnêtement. Chacun son style, c'est sa personnalité. Il est flatteur. Ouais. Mais moi, en tout cas, je voudrais vraiment remercier Samir de sa confiance, de Time4, parce que c'est rare aujourd'hui des fonds d'investissement qui croient en cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui n'est pas forcément codifiée comme ceux qui l'étaient avant. Toutes les équipes qui étaient là, qui ont cru en nous. Et je remercie également à tous les autres qui n'ont pas cru en nous également et qui nous poussent du jour au lendemain, tous les jours, à faire mieux. Voilà. Et merci Sophie de nous avoir invités. Merci à vous tous. Merci aux auditeurs et on remercie aussi Gaz Européen de nous sponsoriser. À très vite. Cet épisode est sponsorisé par Gaz Européen. Bien plus qu'un fournisseur d'énergie, Gaz Européen accompagne ses clients vers une consommation plus responsable et durable grâce à des solutions concrètes pour réduire leur empreinte carbone.